Starter Productions vous présente une histoire inspirante. Gouvernez votre esprit ou c'est lui qui vous gouvernera. Entrepreneur, coach en développement personnel, créateur de contenu. Aujourd'hui dans votre podcast Une histoire inspirante, on reçoit Karamo, un jeune entrepreneur qui est parti de Guinée avec des rêves plein la tête. Son parcours est inspirant et aujourd'hui il nous le raconte. Pour découvrir tout cela, on se dit à tout de suite dans votre podcast Une histoire inspirante, le podcast où on vous raconte l'histoire de personnalités inspirantes. Sur le chemin de la réussite, chaque individu rencontre des moments d'incertitude, de crainte, de difficulté, de moments de doute et de nuits sans sommeil. Cependant, au cœur de cette obscurité, une lueur d'espoir émerge. Une lueur portée par ceux qui ont osé persévérer et bâti quelque chose de solide. Dans cette émission, nous vous dévoilerons des histoires inspirantes de personnes exceptionnelles. Attachez vos ceintures et suivez-nous. Salam Karamo, comment est-ce que tu vas? Salam mon frère. Je suis content de te recevoir aujourd'hui. Tu es en Guinée pour un court séjour là, pour ton événement, c'est ça? Bienvenue dans ce podcast. Ici, c'est un podcast, je t'ai un peu expliqué le concept. On invite des gens comme toi qui ont un parcours assez inspirant, qui ont réussi à construire quelque chose dans leur vie. Le but, c'est que ton parcours serve à inspirer d'autres gens et que pour d'autres, ça soit des conseils, des sources de motivation pour ce qu'ils font dans leur vie, dans leur parcours. Okay. Excuse-moi. Du coup, est-ce que tu peux te présenter un peu brièvement? Me présenter. Brièvement, là on va pas rentrer dans les détails. J'essaye assez brièvement. Je suis Karamo. Je suis passionné de développement personnel. Parti de rien, je me suis dit ok, si j'ai pu partir de là où je suis parti pour essayer d'arriver là où j'en suis, alors je peux aussi inspirer d'autres personnes à croire qu'on peut franchir n'importe quelle barrière. Donc je suis coach aujourd'hui, créateur de contenu sur les réseaux. Je fais pas mal de vidéos sur différentes plateformes. Je fais des formations aussi. Je suis conférencier international. Notamment, j'organise une conférence ici en Guinée le 23 novembre au Palais du Peuple. Et puis, j'accompagne aussi des coachs et des créateurs de contenu, eux aussi, à faire le métier que je fais, à gagner en visibilité et à pouvoir vivre de leur passion. Voilà ce que je fais. Et tu es une star d'Internet aussi? Star, je sais pas. Ça dépend à quelle échelle. Ok. Nous, on aime bien voir la finalité de ce que tu as pu faire, c'est-à-dire tout ce que tu viens de citer. Mais l'objectif, c'est qu'on comprenne comment tu es parti au point de départ jusqu'à arriver là où tu en es. Okay. Donc, la première question que j'ai envie de savoir, c'est dans quel environnement familial tu as grandi? Environnement familial. Moi, j'ai grandi ici en Guinée, tu vois. J'ai grandi ici en Guinée dans une famille, je dirais pas pauvre, mais modeste. C'était pas simple. J'avais pas tout ce que je voulais. Je manquais parfois de trucs. Financièrement, c'était un peu compliqué. Mais très longtemps, mon père, il était polygame, tu vois. Il y avait 3 femmes. Et quand tu grandis dans un environnement et voir certaines choses, certaines injustices, tout ça, ça forgeait un petit peu mon mental. Ça me permettait d'avoir une sorte de rage et d'envie de réussir. Donc j'ai toujours eu envie de réussir, mais à la base, une famille plutôt classique où on veut que tu fasses des études. Mon rêve à l'époque, c'était de devenir ministre des Finances, je me rappelle. Donc je faisais des études et tout ça. J'étais très bon à l'école, très bon à l'université aussi. Et quand je suis arrivé à l'université, j'ai découvert le dev perso et ce rêve-là a commencé à changer petit à petit. Mais en tout cas, voilà, j'ai grandi dans une très grande famille de 9 enfants. Je crois que je suis le 5e, quelque chose comme ça. Oui. Le seul garçon de ma mère. Mon père avait 3 femmes. Chaque femme a fait 3 enfants. Il était très juste, tu vois. Il faisait un peu d'équité. Et puis, c'était un peu ça l'environnement. Donc, ce que je fais aujourd'hui a choqué mon environnement. Parce que j'ai été celui qui a brisé un peu les codes. Faire quelque chose, finir les études, avoir un diplôme de master et ne pas forcément s'en servir et continuer sur le chemin de l'entrepreneuriat. Mais c'est ce qu'on a choisi. Ok. T'as grandi à Conakry ou au village? J'ai jamais été au village. Full Conakry. Je suis pas fier, mais j'arrive bientôt. Ok. Et puis, le parcours scolaire, t'as expliqué que toi, t'étais plutôt un bon élève? Très. J'étais plutôt un très bon élève. Genre, quand j'étais au-delà de 3e, j'étais en colère. Genre, j'étais pauvre. Ma famille était pauvre, mais j'étais très bon. Ouais, je me rappelle encore, il y a des moments où je pouvais attendre 2 mois sans commencer les cours. J'étais à la maison parce que mes parents n'avaient pas payé la scolarité, donc mes potes étaient en classe, moi j'étais à la maison. Et je continuais à réviser, à bosser quand même à la maison. J'arrivais et je devenais premier de la classe 2 mois plus tard. Donc j'étais quand même toujours bon élève, bon étudiant, jusqu'au jour où je découvre cette bénédiction ou cette malédiction. Chacun l'appelle comme il veut. Et c'est ce jour-là, les choses ont un peu changé. Et c'est, entre parenthèses, cette pauvreté qui a fait que tu étais obligé d'être fort à l'école, ou bien à la base, c'est juste que tu aimais bien l'école? Non, j'ai toujours été intelligent comme ça. J'étais très intelligent depuis tout petit.
Ouais, vraiment, ça a commencé assez tôt, donc ça n'a rien à voir avec la pauvreté. Ok. Mais ça m'a permis d'être sérieux. Ok. Ouais, la situation de ma famille, de ma mère, de mes sœurs, m'a permis d'être sérieux, tu vois. De me dire, j'ai pas droit à l'erreur, j'ai pas droit de faire comme les autres, parce qu'il faut que je construise mon avenir. Mais être intelligent, oui, ça, je pense que je suis venu un peu avec quelques petites capacités quand même qui m'ont aidé. Ok. Le dev perso, on va y venir après, mais avant le dev perso, tu t'es retrouvé en France, c'est ça? Non, le Quand dev tu étais en perso Guinée. m'a amené en France. Ah, c'est le dev perso qui t'a amené en France? Ouais, pratiquement, ouais. Ok. Pratiquement. Bah, du coup, comment c'est arrivé le circuit? À la base, c'était à l'école, puis À c'est l'école. arrivé ici. À l'école, j'ai pas découvert le dev perso à l'école, j'ai découvert le dev perso suite à la mort de mon père. Aujourd'hui, c'est exactement les 8 ans du décès de mon père, le 23 septembre. Père à son âme. Il y a 8 ans, merci. Et donc, j'ai découvert le dev perso quand j'étais à l'université. Je crois, 2e année d'université, parce que j'ai perdu mon père, j'avais 19 ans, en septembre 2016. Et quelques mois plus tard, j'ai découvert le dev perso. Un ami à moi m'a invité à une classe de leadership. Il y avait Moussa Bérété, celui qui m'a initié à tout ça. Genre, celui que j'ai vu faire ça, il m'a pas coaché, mais je l'ai vu faire ça. Il est en Guinée ici, lui. Il habite en France, il voyage beaucoup. Moussa Bérété, beaucoup de gens le connaissent dans le dev perso. Donc, dédicace à toi d'ailleurs si tu vois cette interview. Et donc, j'ai été là, j'ai découvert ce truc, je me suis dit, waouh, c'est impressionnant ce truc. Et c'est de là, je me dis, je sais pas, mais j'aime bien. Et c'est là que je commence à entreprendre, à reprendre ma vie en main, parce que j'étais vraiment en dépression. Tu vois, le père de 9 enfants, il s'en va. Déjà, quand il était là, c'était assez dur financièrement. Donc, quand il s'en va, c'est encore pire. Et donc, les gens disaient, ouais, ça va être dur, mon petit, courage, ainsi de suite. Et découvrir le développement personnel m'a redonné de l'espoir, m'a fait comprendre que je pouvais reprendre ma vie en main et en être responsable à 100%. Et donc, j'ai commencé à entreprendre, à mettre en place une ONG avec un copain à moi. On organisait des conférences, on invitait des ministres pour venir En Guinée ici. pitcher. Tout a commencé là, pour venir pitcher et inspirer d'autres jeunes. Et puis un jour, on a invité des conférenciers qui ne sont pas venus. Et le conférencier de ce jour-là, c'était le même coach qui m'a initié, Moussa Bérété. On l'a invité à venir faire une conférence, il n'est pas venu. Donc on était là, il y avait 200 personnes qui attendaient, c'était à Koya. Et il n'y avait pas de conférencier. Moi, j'étais modérateur. C'est ce jour-là, pour la première fois, on décide de prendre le micro, de tenir la conférence pour remplacer les conférenciers. Et je fais cette conférence-là avec mon copain. Je finis. À la fin, il y a un monsieur qui vient me voir et me dit, mon petit, ce que tu viens de faire là, si tu fais ça pendant 1 an, tu vas dépasser ton coach. C'est là que l'idée commence à me rentrer dans la tête petit à petit. Mais tout ça, j'ai jamais pris la décision, ok, je vais devenir coach. Ça, c'est jamais venu. C'est vraiment aller comme ça au fur et à mesure. Mais quand je dis le dev perso m'a amené en France, c'est que j'ai écrit un guide dans cette voie-là. J'ai écrit un guide de 25 pages que je vendais. J'étais étudiant à Sophonia. Et j'ai écrit ce guide-là. J'allais le vendre aussi les jours où j'avais pas cours. Et même quand j'avais cours, dès que j'avais du temps creux, focus. Donc j'allais vendre ce guide en 6 mois. J'ai vendu 10 000 exemplaires en 6 mois. Sans rien vendre en ligne, j'avais même pas Instagram. Tu vendais de main à main? Maman, j'allais dans les universités, je demandais aux profs de m'accorder 2 minutes, je pitchais mon projet, mon livre, et les gens sortaient de l'argent, 5 000, 10 000, je vendais mon livre. C'est comme ça que j'ai fait jusqu'à... J'ai réussi à épargner suffisamment d'argent. Un ami m'a dit, pourquoi tu pars pas étudier en France? Je dis, Tu sais, juste avant qu'on arrive à ce niveau-là, là, tu m'apprends quelque chose. Parce que moi, je ne savais pas qu'en Guinée, voire plus globalement en Afrique, le dev perso, ça intéressait les gens. Parce qu'en Guinée, on a... Je ne sais pas si on peut appeler ça un complexe, mais les gens, quand on leur parle de dev perso, ils se disent, moi, j'en ai pas besoin, tu vois. Ils ont beaucoup, je sais pas, cette fierté de se dire, rien ne nous atteint. Et les gens n'aiment pas exposer, on va dire, leurs faiblesses. Yeah. Donc, je ne savais pas qu'en Guinée, il y avait des gens qui étaient intéressés par le dev perso. Ça commençait à l'époque. Moi, je pars d'une philosophie que si toi, tu y crois, les autres vont y croire aussi. Si toi, tu n'y crois pas, les autres ne vont pas y croire. Je croise parfois des gens qui n'ont même pas été à l'école, mais qui m'écoutent, tu vois, qui entendent mes vidéos, qui les suivent régulièrement, qui ont plein de vidéos. Et ils me disent clairement, ce que j'aime chez toi, c'est que tu es confiant dans ce que tu dis. Et tu vois, même si la personne ne connaît pas c'est quoi dev perso, mais le simple fait de voir que tu incarnes ce que tu partages comme message, tu vas pouvoir convertir cette personne-là. Mais si toi-même tu partages un message, tu n'es pas aligné avec ça, forcément tu ne vas pas convertir. Donc je ne partage pas du tout la philosophie qui dit dans tel pays ça marche pas, dans tel pays ça marche. Non, le problème c'est pas l'environnement, c'est toi. Si tu es déter, tu peux transformer un caillou en un diamant.
Ouais, tu as totalement raison. En plus, pour revenir à ça, j'y pensais même, je crois, en discuter hier ou avant-hier, je sais plus. Et j'écrivais un texte en fait sur une vidéo et on me demande régulièrement, tu vois, des conseils sur la création d'entreprises en Guinée. Et souvent, la question qui revient, c'est les gens qui me disent moi, je veux créer une entreprise, je sais pas, par exemple, je prends le cas de la sécurité immobilière, tout ce qui est sécurité dans les bâtiments. Et les gens, ils me disent, mais j'ai peur de créer mon entreprise au vu de la situation politique du pays. Moi, je leur dis, mais regarde, la question que tu dois te poser, c'est pas est-ce que le président il va être président l'année prochaine, c'est est-ce que, par exemple, il y a des immeubles qui se construisent en Guinée. S'il y a des immeubles qui se construisent, c'est que forcément, ces immeubles-là ont besoin de sécurité. Donc, il y a un besoin forcément qui est là. Et si tu ne le fais pas, quelqu'un d'autre le fera à ta place. Bien sûr. Donc, ça ne sert à rien de s'écarter, on va dire, du sujet et de... Comme tu dis, le problème, si c'est pas ça, c'est que c'est toi, en fait. Bien sûr, bien sûr. Un problème de mentalité. Je suis totalement d'accord. En fait, être dans 100% la responsabilité. Quand j'essaye quelque chose, ça marche pas. J'ai deux choix. Soit je me dis, hop, c'est les autres, c'est pourquoi ça marche pas. Soit je me dis, ok, il y a quelque chose à améliorer sur moi. Le terrain n'était pas propice. Je me rappelle quand je vendais des livres à l'époque, j'étais vendeur de brochures, moi. Il y a des gens qui me connaissent encore par rapport à cela. Ah, ça, c'était en France, par contre. Ici. Même en Guinée. Ouais, c'est là que quand je te parle du livre, c'est une brochure. Okay. C'est là que je vendais ça. Okay. Et quand tu allais parfois dans les écoles, tu rencontrais des gens vraiment bornés qui ne voulaient pas du tout te laisser t'exprimer ou vendre quoi que ce soit. Mais tu vois, peu importe à quel point c'était difficile, j'essayais d'être 2 fois plus fort pour affronter cette difficulté-là. Pour petite anecdote, j'aime bien la raconter celle-là dans mes conférences. J'étais dans une école qui est vers Koya pour vendre mes livres. Et il y avait un directeur, c'était le proviseur de ce lycée-là. Il était très dur. Donc je viens le premier jour, j'expose mon projet. Je lui dis que j'aimerais vendre ici, c'est un truc qui va servir les étudiants, les élèves et tout. Et il me dit, tu parles très bien mon petit, mais tu vas pas vendre ici. Je dis ok. Donc je retourne chez moi, mais je savais que j'avais besoin de vendre là. Donc c'était assez compliqué. Je suis venu 2 fois, 3 fois. À chaque fois, il me mettait des barrières. Et une autre fois, je viens encore, je mets un costume, je mets un parfum. Je viens et il me dit ok, je sais que tu as même trouvé un costume, mais je te dis que tu ne vas pas vendre ici. Et voilà ce que je fais le lendemain. Désespéré, la nuit, elle était horrible. Le lendemain, je prends une feuille, un stylo, j'écris à sa place. Cher enseignant, veuillez accorder 2 minutes à cet étudiant afin qu'il présente son livre. Signé Monsieur le Proviseur. Je ne vous conseille pas de faire ça, mais j'ai fait ça. Je suis allé dans les classes, j'ai montré ça à tous les profs et j'ai vendu mon livre. J'ai fait plus de 300 €. À la fin, il m'a pris. Mais finalement, à travers les discussions, je vous raconterai un mieux le 23 novembre. On s'est libéré et je suis parti. Donc ça veut dire que plus c'est difficile, ma seule prière, c'est je ne souhaite pas de facilité. Je souhaite juste que Dieu me donne plus de force pour affronter cette difficulté-là. Ok. Et du coup, t'expliquais qu'après, t'es allé en France. T'es allé en France grâce au dev perso, mais via les études. Ouais, via les études. Mais en fait, moi, j'avais pas un père à qui je peux demander finance-moi ça. Ma mère, elle a pas trop poursuivi les études, donc elle faisait un petit commerce devant chez nous. Donc j'avais personne sur qui je pouvais compter et me dire un jour j'allais me retrouver. C'était même pas mon rêve, moi, ça n'a jamais été mon rêve. C'est un ami, il m'a sifflé ça, Acta, je lui fais une dédicace aussi. Il m'a dit, mais il faut que tu partes, ce que tu commences à faire ici, ça commence à bouger, mais t'es dans une grande famille, il faut que tu bouges et tout ça. Et c'est là que je tente. Et du coup, Dieu a mis ma chance là-dedans, j'ai eu mon visa, j'ai dépensé tout mon argent dedans. À la fin, j'ai eu mon visa, j'avais même pas d'argent pour pouvoir voyager. En gros, je suis sorti de l'ambassade. Le gars qui m'a aidé dans les démarches, je lui devais 6 millions de francs guinéens. Donc je suis sorti, il a récupéré mon passeport. Moi, j'ai fait en fait la photocopie. Je devais amener son argent pour récupérer, tu vois. Et c'est là que des bonnes personnes de la famille se sont bougées pour me faciliter, notamment ma tante, du coup, qui m'a aidé. Ok. Et Mais juste, quand t'es parti, c'était quoi qui t'a poussé? Tu pensais que la Guinée était trop petit par rapport à tes ambitions? Non. En vrai, j'ai toujours cru que je pouvais réussir ici. Et je le crois aujourd'hui encore. Je dis à mes frères, tu me laisses ici, tu effaces tout ce que j'ai déjà fait, tu me laisses 1 an, je deviens riche. Parce qu'on est dans un pays d'opportunités, c'est 2 fois plus facile de devenir riche. Je n'ai pas dit de gagner de l'argent, devenir riche ici qu'en France. Je pense que tu le sais parce que tu y as vécu. Donc non, je ne suis pas parti parce que je me disais que c'était trop petit. Non, c'est parce que je voulais poursuivre mes études. Je n'étais pas encore aussi serein de mon rêve d'être conférencier, tu vois, international, de vivre que de ça. Et donc, j'étais à la fac, je venais à peine de finir. Je me suis dit, ça voulait être une continuité. Je finis là, j'enchaîne. C'est toujours mieux d'avoir un diplôme que de ne pas en avoir. Donc, c'est comme ça que c'est parti à la base. C'était que pour les études. Finalement, on a fini, on a déposé les diplômes et on a commencé autre chose. Fallait qu'on l'explique parce que ce rêve de l'Eldorado en France, là, ça fait fantasmer les gens en Guinée. En fait, c'est un gros problème. Celui qui est là-bas, c'est toujours la mauvaise personne, la personne la moins bien placée pour donner ce conseil parce qu'on va dire, mais tu es là-bas, tu donnes ce conseil. Moi, je dis aux gens, allez-y voir.
Un jour, j'ai vu un commentaire d'un jeune homme qui disait « Ouais, t'as de la chance, la France t'a tout donné, pourquoi tu critiques la France ?» ainsi de suite. C'est pourquoi, c'est grâce à la France que tu es riche, hein, que tu as des abonnés. Je lui ai dit « Ok, bah, merci à la France de me donner un salaire chaque fin du mois. Merci à la France d'acheter ma voiture pour moi. Merci à la France de faire en sorte que chaque personne réussisse. C'est pourquoi tout le monde roule dans une Lamborghini. C'est pas le cas. Partout où tu es, faut te battre pour réussir. Si que tu sois aux États-Unis, en France, il y a des gens qui dorment dans la rue en France. Il y a des gens qui dorment, qui font des jours sans... Beaucoup plus en Guinée. Tu vois, il y a beaucoup plus d'SDF là-bas qu'ici. Tu vois des gens qui sont dans des situations, ça te fait mal au cœur. Mais tu peux pas expliquer ça, faut aller voir. On peut pas décrire cette chose-là. Si tu penses que ton avenir est là-bas... Les banlieues parisiennes, là, quand tu regardes l'autoroute, ça fait peur. Hein. Surtout quand je suis allé la dernière fois, là, en novembre 2023, quand tu sors du périph', ça fait peur. En plus, tu as beaucoup de Guinéens. Beaucoup. Et beaucoup, maintenant, c'est devenu des drogués. Mais après, moi, je comprends. Quand tu vis dehors, tu vis dans le froid. Quand tu dis à un Guinéen, tu lui parles de froid, il peut pas comprendre c'est quoi le froid. Non. Mais quand tu vis dans le froid, dans des tentes, et que... C'est traumatisant. C'est ça la définition. Du coup, quand on dit peu importe où vous êtes, vous pouvez réussir. Et peu importe où vous êtes, il y a des pauvres, il y a des riches. Donc, l'Eldorado, histoire de tout ça, là, je ne suis pas la personne la plus bien placée pour dire ça. Allez-y voir. Mais je pense que je dis ça à tout jeune qui me regarde. C'est pourquoi je fais la conférence, le concert éducatif. C'est des choses qu'on va aborder. La clé, c'est dans la responsabilité. Se dire, je prends la responsabilité de ma vie. Chaque coup que je subis, je prends ça comme étant une force. Chaque coup que je subis, je me dis, ok, cette personne m'a fermé une porte, un jour elle va me voir. Tu vois, cet ego-là, c'est la clé du succès. Donc moi, je me sers de ça, peu importe où je suis. Tu m'amènes en Chine, tu m'amènes au Maroc, tu m'amènes en Guinée, tu m'amènes en France, aux États-Unis, j'aurai toujours la même philosophie. Je peux réussir, peu importe où je suis. C'est difficile, je sais que c'est difficile partout. Donc je vais me battre et je suis le seul acteur de ma réussite. J'aurais besoin d'aide par-ci, par-là, mais c'est moi l'initiateur de tout ça. Et comment ça s'est passé ton arrivée en France? Comment tu t'es développé au début? Dur au début. Tu vois, quand je suis arrivé en France, ma première soirée, j'étais en larmes, j'étais en regret. En mode, qu'est-ce qui m'a amené ici? Pourquoi je ne suis pas resté là à vivre ma vie, à continuer à vendre mes livres ou tu vois, des trucs comme ça, parce que j'étais totalement dépaysé. Et le pire, il y a deux façons d'arriver en France. Soit tu arrives et on t'accueille dans une famille et du coup tu n'es pas totalement perdu. Comme ça tu retrouves encore un cocon familial. Ou soit tu arrives et tu te demandes même où je vais dormir cette nuit. Et moi c'était mon cas les premières nuits, tu vois. J'ai dû dormir dans le canapé d'un frérot, Mohamed, quand tu vois ce message aussi. Il venait de Mélon, il travaillait dans le Mélon parce qu'il était étudiant, c'était l'été, 24 août, je me rappelle exactement. Appartement étudiant? Appartement étudiant, il était là. Moi, je dormais dans son canapé dépliant, c'était un fauteuil dépliant, je dormais là. Quand il rentrait le soir, il était tellement fatigué que tu vas beau parler, je pouvais parler, vraiment, je pouvais faire un discours. La seule réponse qu'il avait, tellement qu'il était fatigué, c'était « Ah, ok ». Il disait pas grand-chose, tu vois. Donc, les débuts étaient assez compliqués, mais Dieu fait tout bien. Dieu fait tout bien. Toi, tu peux comprendre, maintenant, alhamdoulilah, on peut dire que tu as réussi à te développer un peu. Mais les Guinéens qui sont ici, ils ne peuvent pas comprendre comment vivent on va dire, les gens d'origine étrangère en France, les situations dans lesquelles ils vivent. Quand tu me parles de clic-clac, là, la plupart des gens qui sont là-bas, ils vont comprendre, tu vois. Ils connaissent. Tu vis dans un salon, ton salon, il fait une taille, tu as juste un lit, le lit, tu le déplies la journée et tu passes toute ta vie au travail. Tu sors à 7h, tu rentres à 20h. Alors qu'ici, le travail, ça n'a rien à voir. Après, c'est ce qui fait que quand nous, on revient en Guinée, on a une certaine rigueur aussi, parce qu'on est habitué à ça. Le système, il est différent, mais oui, dans tous les cas, on a une sorte de confort ici. Je ne suis pas le plus grand des Gaspo qui va vous décrire ça, mais on a 2 fois plus de confort ici qu'ailleurs, quoi. Ici, regarde ton bureau. Ça, les gens, ils n'ont pas ça, un appartement là-bas. Ok, ça va, alhamdoulilah. Il y en a qui ont un peu plus bossé, qui ont un peu plus de confort, mais ça coûte. Tu vois, avoir un appartement... Bon, mon appart, c'est mon bureau aussi, là où je travaille. Du coup, quand je dis le coût, combien je paye par mois, tu dis ça aux gens, ils vont te dire, mais t'es fou, quoi, tu vois. On peut pas comprendre. Donc, avoir une sorte de confort, ça demande un coût, alors que ici, tu peux te permettre pour pas grand-chose. J'ai un ami, il a des bureaux. Et puis là-bas, tu vis à crédit. Ouais, il a 4 pièces là-dedans, des bureaux. Il y a bureau ici et tout ça. Quand il te dit la mensualité, tu payes 4 fois plus par là-bas pour plus petit, tu vois. Donc, on a quand même une sorte de confort ici. Il faut se créer des opportunités, en vrai. Il faut se créer des opportunités. Là-bas, la majorité des gens, ils vivent à crédit en plus. Quand tu as ton salaire, le temps que ton salaire il rentre, tu as déjà pris des crédits à la banque pour payer le mois d'après. Si tu es salarié, c'est ça. C'est pourquoi on a choisi d'être entrepreneur. Entrepreneur, c'est risqué.
Moi, quand je me suis lancé, j'ai fini mon master. J'ai même fait une vidéo. Il y a des gens, ils m'en veulent encore. Ils pensent que j'ai déchiré mon diplôme. Donc, c'était le hook. À la fin, j'ai montré mon diplôme. J'en suis très fier. Je vais l'apporter d'ailleurs à ma mère parce elle voulait que ça. Mais je savais que le salariat, c'était pas fait pour moi. Parce que j'avais déjà essayé des stages. Je passais de 9h à 18h à bosser pour un patron. À la fin du mois, il me donnait 600 €, tu vois, comme stagiaire. Okay. Alors qu'en bossant sur mes propres projets, il suffit que je négocie un seul contrat pour 60 secondes. Ou C'était quoi comme emploi? J'étais responsable assistant marketing digital. Ah ouais. Je peux même dire le nom de l'entreprise. C'était une entreprise de cybersécurité. J'étais responsable marketing parce que j'ai fait un master marketing. Okay. Mais à la fin, moi, je gagnais 600 €. J'étais en télétravail. Je passais toute la journée devant mon ordinateur. J'allais devenir fou. Okay. Je gagnais 600 €. Alors qu'en bossant sur mes propres projets, je savais que je pouvais, entre guillemets, faire 2000 € en une journée ou quelque chose comme ça. Ou comme aussi, il y a des mois où je me retrouve avec zéro. Mais ce risque-là, il y a des gens qui ont accepté ça. Le risque est proportionnel au gain. Si nos risques, nos gains. Ok. Quand tu travailles ce travail-là, c'était dans le cadre de tes études à la base? Oui, mais j'ai fait des jobs, mon frère. Ok. Job d'été, job étudiant, j'en ai fait pas mal. J'ai raconté quelques fois dans certaines de mes vidéos, mais j'ai fait pas mal de jobs. J'ai bossé à la plonge, j'ai bossé au Futuroscope, j'ai fait du ménage, j'ai fait beaucoup de ménage parce que j'étais du genre à avoir plus de temps le soir. Et même l'été, quand j'allais bosser en camping, il y avait aussi un peu un manque d'estime que j'avais. Et je pense que beaucoup de Noirs ont cela, tu vois. Malheureusement, quand on nous donne deux options de job, on se dit, imagine, tu travailles où? Tu te dis, ok, tu travailles à la réception d'un gros camping 5 étoiles, ou sinon tu fais du ménage. 80% des Noirs, je suis désolé, vont plutôt s'imaginer en train de faire du ménage parce qu'ils pensent que c'est ce qu'ils méritent. J'avais un peu cette philosophie d'infériorité. Mais ce genre de travail-là, ce qui est bien quand tu le fais jeune, c'est que tu réfléchis beaucoup. Je suis totalement d'accord. Mais je te dis ça, c'est un fléau. Je me suis rendu compte de ça, en fait, que plus tard, tu vois. Aujourd'hui, j'ai pu travailler sur ça à force de me former par-ci, par-là. Je me suis rendu compte déjà du problème. Parce que le pire, le plus grand danger, c'est de ne pas savoir qu'on a un problème. C'est pourquoi Seydou Abaché dit que si tu sais que tu ne sais pas, alors tu sauras. Mais si tu ne sais pas que tu ne sais pas, alors tu ne sauras jamais. C'est-à-dire, tu es en danger quand tu sais que tu es en danger. Mais si tu ne sais... En fait, quand tu sais que tu es en danger, tu n'es pas en danger. Tu es toujours sur la défensive. Exact. Mais quand tu ne sais pas que tu es en danger, c'est là que tu es vraiment en danger, tu vois. Donc, le problème de beaucoup de confrères, c'est qu'ils ne savent même pas qu'il y a un problème. J'ai constaté. Tu as pris les métros, les trains en France. Prends le train, quitter Poitiers pour aller à Paris. 99% du temps, c'est des Renois qui ramassent des poubelles là-dedans. 99% du temps. Je me suis assis un jour, j'ai calculé, j'ai réfléchi. Est-ce que c'est parce qu'on n'arrive pas à trouver autre chose? Mais déjà, oui, on est dans un pays qui ne nous appartient pas, donc on reste noir. Il y a déjà la discrimination, ok. Mais quand on enlève cette partie de, comment j'appelle ça, de victimisation, il y a aussi cet esprit d'infériorité qu'on a, que moi-même je ressentais. Je trouvais ça plus simple. Je pensais que j'avais moins d'énergie à donner à bosser dans le ménage, par exemple, que de chercher un poste à l'accueil avec un costume à bosser, tu vois. C'est quand j'ai vraiment réussi à bosser, à travailler sur moi, qu'aujourd'hui, je peux négocier. Je me trouve aujourd'hui en train de faire des formations dans les universités ou même j'interviens dans des conférences où je suis le seul noir. Pendant une semaine, je suis là, je suis le seul à tenir et après, je ressors le meilleur conférencier de là. Donc tout ça, c'est parce que j'ai pu travailler sur moi et me sentir capable, légitime, travailler mon estime de moi pour pouvoir aller chercher ce que je pense que je mérite vraiment. Ok, en gros, quand tu es noir, quand tu es en France, en fait, tu as un plafond de verre que tu n'arrives jamais à dépasser. Mais ça, c'est parce que déjà, la société, c'est pas simple, on est d'accord, mais aussi parce que toi aussi, tu t'es pas brisé ces barrières-là. Lorsqu'on brise ces barrières-là, on atteint le sommet. Il y a des noirs qui ont atteint des sommets, tu vois. Mais c'est un peu plus complexe quand même, parce que moi, par exemple, qui ai fait l'école là-bas, par exemple, moi, dans ma classe, je viens d'un quartier où de la maternelle après le lycée, jusqu'à l'université, je pense dans ma classe, il y avait peut-être 2 Français de souche. Le reste, c'était que des Maliens, Ivoiriens. T'étais en banlieue? Non, à Paris. À Paris même? Ouais, à Paris. D'accord. À Paris Centre. Il y avait que on n'était que des Noirs, des Arabes, des Indiens, en tout cas des gens qui venaient de l'extérieur. Ok. Très, très... Franchement, là, de tête comme ça, j'ai un seul blanc, un seul Français de souche qui me vient à l'esprit. Ok. Et au lycée, c'était pareil. Là où ça a changé, et je pense que même c'est là où j'ai eu un déclic et que j'ai compris que j'avais des capacités à faire des choses, c'est à l'université. Parce que là, à l'université, c'est plus libre.
tu vois, tu côtoies un peu de tout. Tu côtoies des Français, des gens de l'extérieur aussi, mais c'est un peu plus offert et tu vois plus des gens qui ressemblent à ce que tu veux devenir, tu vois. Et même tes profs, ils ont quasiment ton âge. Moi, j'avais des profs qui avaient peut-être 5 ans, 7 ans de plus que moi, donc ils ne te traitent pas de la même manière que tes profs que tu avais au lycée. Et je pense que ça joue sur les mentalités. Peut-être moi, j'ai eu la chance de sortir de ce système-là parce que j'ai compris, mais ce n'est pas tout le monde qui peut y arriver. Je suis d'accord. On dit l'homme est le fruit de son environnement. Exactement. Je suis totalement d'accord avec toi. Je suis totalement d'accord. Donc, je pense que c'est ça plus. Non, ça contribue fortement. C'est qui en parlait, c'est la fouine et tout ça. C'est-à-dire quand tu grandis dans un quartier où le modèle de réussite c'est un dealer, tu risques de finir dealer. Exactement. Ouais, donc et quand tu grandis dans un environnement où le modèle de réussite c'est plutôt un cadre, un diplomate, tu risques aussi de te pencher de ce côté-là. Donc ouais. Nous à l'école, le gars qui avait le plus la cote dans la classe, c'est le gars qui faisait le plus de bêtises. Automatiquement, tu faisais le plus de bêtises, toi qui avais la cote partout. Forcément. On est le fruit de notre environnement, je suis d'accord avec toi. Et du coup, après, avec les études, comment ça arrivé l'entrepreneuriat? Toi, tu as commencé par quoi? Pour moi, ça a commencé déjà ici. Ok. Tu vois, le fait de vendre des livres, d'organiser des trucs, et ainsi de suite. Et j'arrive là-bas pendant 1 an, j'arrête tout. À fond dans les études parce que le système ça te fait peur, tu viens d'arriver, on te dit si tu valides pas tu vas pas renouveler, tu vois, titre de séjour, tu vois, toi t'as pas connu ces bails là. Donc quand tu es dans cette peur là, moi j'ai tout abandonné, tout ce que j'avais commencé ici, dev perso, lire des livres, je lisais quand même mais je ne partageais plus parce qu'ici on organisait des conférences, on allait à la plage, on organisait des concerts éducatifs aussi, tu vois, mais en mode plus petit, tu vois. En fait, tu étais engagé à l'école, dès l'école? Dès l'université, c'était à l'université plutôt. J'étais engagé à l'école, j'étais aussi bon. Parce que les exposés, j'étais toujours chef de mon groupe, des trucs comme ça, j'exposais très bien. Donc j'ai toujours été, en tout cas, cadre éducatif, j'ai toujours été bon. J'ai pas embêté mes parents. Et donc j'arrive là-bas, pendant 1 an, j'arrête tout. Mais j'étais pas en paix, tu vois. J'étais pas en paix avec moi-même parce qu'on dit, pour être en paix avec lui-même, le forgeron, il doit forger. Le footballeur doit jouer au foot. Si tu es passionné par la création de contenu, il faut que tu crées du contenu. Ça fait bientôt 2 semaines que je suis là. Parfois, je me sens mal parce que j'ai pas le cadre pour faire mon travail. Et moi, je fais pas des vidéos pour gagner de l'argent, c'est parce que j'aime ça. Et du coup, parfois, ça me manque, c'est comme ma drogue. Et je sens, en fait, il y a un petit problème. Il faut que je retourne un peu aux activités. Donc, j'étais un peu dans ce cadre-là. Et puis, je me suis dit, est-ce que ça doit continuer comme ça? Je n'étais pas heureux. Je me projetais, oui, je vais finir les études, je vais aller dans quoi? Gestion de patrimoine, marketing, quelque chose comme ça. Et j'ai eu le déclic de me dire, ok, je vais essayer de reprendre ce que j'avais commencé. Donc, je bossais au Futuroscope. Je partais à vélo pour bosser. J'avais un casque. Donc, de chez moi jusqu'au Futuroscope, j'écoutais un livre audio. Comme j'avais 45 minutes à vélo, c'était un vélo électrique, c'était Cap Vélo, qu'on payait à 20 € par mois. Donc, j'allais là-bas et durant tout le trajet... C'était en quelle année, ça? 2019. Okay. 2018-19. Ok. Ouais. Et du coup, j'allais au Futuroscope en écoutant des livres audio. 45 minutes, donc par jour, je pouvais écouter la moitié d'un livre. C'est là que j'ai accumulé beaucoup de livres, des connaissances. Et puis un jour, j'ai eu le déclic de me dire, ok, je lance ma première vidéo. C'était en été, j'étais avec mon ex-petite amie. Je bossais en été et l'argent que j'ai eu, j'ai accumulé ça. J'ai acheté une petite ring light, un petit micro. J'ai fait ma première vidéo. La première vidéo, elle a bien marché parce que ça, on appelle la chance du débutant. Tu viens d'arriver, tu choques un peu ton entourage, tu dis qu'est-ce qu'il fait là? Oh, c'est magnifique. Et là, tu rentres dans la vraie réalité, tu vois, traverser le désert. Donc là, j'ai commencé à créer du contenu, à créer. Mais j'étais passionné, je pensais même pas à l'argent. C'est que j'aimais ça en fait. Ça me faisait du bien. Parfois, j'étais au boulot. Dès que j'avais eu une pause pendant que les gens allaient fumer, je fume pas. Donc moi, j'étais là, je faisais du petit montage sur mon téléphone. Ou sinon, j'amenais mon ordi, je faisais des canevas, des trucs comme ça. C'est comme ça que c'est parti. Et puis, en 2020, j'ai fait ma première conférence, juste avant Covid. C'était même pas beaucoup d'abonnés, tu vois. J'avais 2000 abonnés. J'étais audacieux. Je me suis dit, ça me manque les conférences. J'ai envie d'organiser ma première conférence pour qu'on voit qui je suis, de quoi je suis capable et qu'est-ce que je peux apporter. Conférence physique? Physique. Ok. J'ai organisé ça à Poitiers avec mes potos. On a distribué des flyers par-ci, par-là. J'avais déjà accumulé pas mal de connaissances et j'avais cette capacité, en toute humilité, de pouvoir pousser les gens à la transformation. Et donc, j'ai fait ma première conférence à Poitiers. La salle Cobalt, ça prend 60 personnes à ce moment-là. On était 80. Les gens, ils étaient debout dans la salle. Des retours incroyables. J'étais accompagné de Enola. Je me suis fait accompagner par deux personnes en plus que moi qui étaient intervenants. C'était une très, très, très belle expérience. Jusque-là, ça me marque parce que c'était la première en France. J'ai envie de te poser une question, mais j'ai peur que tu perds le fil de... Ouais, c'est... Vas-y. Ok.
Quand tu fais une conférence comme ça, ta première conférence, comment tu fais pour pas avoir... enfin, forcément, tu l'as, mais comment tu fais pour gérer le stress de parler devant du monde comme ça? J'avais peur, je t'avoue. Mais en fait, j'étais prêt déjà. J'étais prêt parce que j'étais préparé dans ma tête. On dit, c'est l'histoire de Pablo Picasso qui était dans un restaurant, qui était en train de dessiner. Il y avait une dame qui mangeait à côté de lui. Et puis pendant qu'il dessinait, la dame vient et dit « Waouh, c'est magnifique ce que tu viens de faire. Tu me le vends? C'est combien ?» Et là, il dit, je vais faire une estimation, c'est pas le chiffre exact, il dit 15 millions d'euros. La dame dit, quoi? 15 millions d'euros? Ce que tu viens de faire devant moi tout de suite? Il dit, oui, mais je l'ai déjà fait il y a 15 ans. Ça veut dire le travail a été déjà fait en amont. Ce qu'il parvient à faire en 1 minute aujourd'hui, c'est un travail de 15 années d'expérience. Et du coup, ce jour-là, c'est la même chose qui se produit. C'est que moi, j'étais devant un public, j'étais le plus jeune de la salle, figure-toi. C'est-à-dire, j'organise une conférence, mais moi, je suis le plus jeune de la salle. Il y avait des gens de 40 ans, de 50 ans, de 30 ans. J'étais le plus jeune. Au début, j'avais peur. On va toujours avoir peur. Tu vois, je prends la parole. La première phrase qui me sort, c'est « J'ai peur ». Et là, toute la salle se met à rigoler. Ça m'a détendu un petit peu. J'ai commencé mon travail. Ah, t'as dit ça sur scène, carrément? J'ai dit ça sur scène. J'ai dit ça avec le micro. La vidéo, elle est encore disponible sur YouTube. C'est ça qui est dingue. C'est ma première vidéo sur ma chaîne. Vous tapez vidéo la plus ancienne de Karamo sur sa chaîne, c'est celle-là. Et tu tombes là-dessus. La première phrase que je sors, c'est « J'ai peur ». Et là, tout le monde se met à rigoler. Ça m'a détendu. Et j'ai commencé à partager. Et finalement, j'ai connecté avec l'audience. Et j'ai sorti le meilleur de moi. J'étais prêt. Faut que j'essaie ça alors. Parce que moi jusqu'à maintenant, c'est ma phobie de parler devant du monde. Hein. Si. On s'y habitue. Mais c'est en forgeant qu'on devient forgeron. C'est sûr. Coup, donc, si tu veux que je continue le chemin, je fais ça, je fais cette première conférence, de très beaux retours, et ça commence à me donner encore plus confiance en moi. Mais toujours, tu vois, les réseaux sociaux, c'est important. J'avais toujours pas autant d'abonnés. Et puis, Covid est arrivé. Donc, on pouvait plus faire de conférences physiques, il fallait se convertir. Mais moi, j'étais têtu, je refusais d'aller sur TikTok. Tout le monde allait là, je disais non. Les gens dansent là-bas. Aussi, t'avais le complexe de TikTok. Ouais, je voulais pas, tu vois. Et donc, je fais un été à bosser en camping. Durant tout l'été, je vois des gens, moi j'étais toujours en mode IGTV sur Instagram, je faisais des vidéos longues. Puis un jour, je me dis, ok, je commence par découper mes vidéos YouTube pour les amener sur TikTok. Ça commence à faire des 300 vues, des 400 vues. Et là, je me forme au maximum. Je regarde du contenu parce que je suis bilingue en anglais. Je me suis formé aussi par rapport à ça. Et donc, je regarde beaucoup de contenu en anglais sur les réseaux sociaux. Je commence à pratiquer ça au fur et à mesure et je décide de faire le vrai format adapté. Et il y a une vidéo qui prend. Pour anecdote, aujourd'hui, je dois faire cette dédicace à mon père parce que je faisais beaucoup de vidéos, ça prenait pas. Et un jour, en fait, je faisais des vidéos, j'étais un peu habillé comme ça. J'étais tout le temps en costard, cravate. Bon, ça, je mets ça parce que j'avais rendez-vous avec le ministre. Mais sinon, j'aime pas trop. Ils savent, ma famille sait, j'aime pas trop tout ce qui est costume, sauf quand c'est professionnel. Et là, ce jour-là, je décide de mettre un boubou que mon père avait amené de l'Arabie Saoudite. Il priait avec ça. Donc, moi, c'est l'héritage qu'on m'avait offert. Je décide de mettre ça et de mettre une casquette. J'ai mis une chaîne, un collier. C'était un collier que j'avais fait faire avec le nom de ma mère et le drapeau de mon pays. Et je mets ça pour la première fois, je fais une vidéo, boum, ça explose. 60 000 vues. Pour moi, c'était énorme à l'époque. Et donc, je vois ça, je me dis, waouh, je pense que ça commence à prendre. Deuxième vidéo, on commence à me valider. Troisième, et je commence à me positionner, à m'améliorer aussi au fur et à mesure. Et puis, on est parti de 2000 à ce moment-là, de ce que je te dis là, aujourd'hui à 8 millions. Ok. Donc, toi, tu as commencé en gros par la création de contenu. Non, je te dis, j'ai commencé par le coaching. Non, je veux dire l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, Ah, ou oui. tu faisais déjà du coaching avant? Oui. Je faisais du coaching. En fait, je faisais des vidéos, pas de vidéos, mais je faisais des conférences. Du coup, c'était un business déjà, en premier, tu vois. Mais moi, j'ai toujours été passionné par ce game-là. Mais c'est quand mon business de création de contenu a commencé à vraiment marcher que j'ai commencé à prendre cet argent. Bah, il faut en faire quelque chose, bien sûr. Et à investir dans d'autres choses, du coup. Et t'investis dans quoi, du coup? Je suis pas le plus grand des investisseurs encore, je suis encore tout petit, j'essaie de venir petit à petit, je vois pas mal de gars qui m'inspirent là d'ailleurs sur le terrain ici, mais je commence à peine dans l'immobilier petit à petit. Ok, en France ou? En France, mais ici plutôt. Okay. En France, j'envisage bien sûr, parce que c'est là que je vis. Okay. Je commence à imaginer, à réfléchir, à chercher déjà, mais en France, je mets en place un studio de podcast qui est en cours actuellement là.
parce que les vidéos, ça me parle beaucoup. Et comme je travaille avec beaucoup d'entrepreneurs, je me dis c'est plus pratique si je les invite dans mon propre studio plutôt que d'aller louer des studios un peu partout et de cesser de travailler depuis chez moi aussi. C'est cool de travailler chez soi. Mais sinon, ouais, dans l'immobilier ici, acheter, revendre, ça c'est quelque chose qui me parle. Acheter, construire, mettre en location, ça c'est quelque chose qui me parle. Et même aujourd'hui, j'étais sur un terrain. Et j'entreprends aussi, mais il y a plusieurs types d'entrepreneurs que je fais. Comme par exemple, je vais être intermédiaire entre un grand agent immobilier ici du coup et des clients du coup. Mais pour m'engager dans ce type de choses, il faut que je sois sûr que c'est quelque chose de fiable. Je crois que c'est avec une entreprise avec qui j'ai déjà travaillé. Exactement, du coup j'essaye, on n'a pas encore signé quoi que ce soit, il faut d'abord que les choses soient assez clean, mais c'est possible. C'est possible, ouais. Et du coup c'est sur Conakry que toi que tu envisages d'acheter beaucoup? J'ai acheté aussi un peu à l'intérieur, un peu plus loin, pas à l'intérieur, mais un peu plus loin, tu vois, derrière Koya. Ouais, ça c'est intéressant. Il faut faire attention à tout ce qui est immobilier. C'est ça, c'est vrai, parce que tu peux te faire arnaquer. Tu peux te faire avoir facilement. Tu m'as dit que c'est possible en vrai, tu achètes et tu vas devoir racheter encore. Non, on l'a eu avec ma famille. Et le pire, c'est que en fait, tu peux acheter un terrain genre là on est en 2024. Ouais. Et excuse-moi, j'ai trop parlé aujourd'hui, j'ai plus de voix. Tu peux acheter là un terrain en 2024 et je sais pas, dans 15 ans, tu as une personne qui revient, te dit non, en fait, moi, je n'étais pas d'accord avec la vente, il va au tribunal et s'il a des bons contacts, il gagne. On a eu ça, nous. Alors que normalement, même la loi dit que je crois que tu as une période de présomption, ou je sais pas comment on appelle ça. Ouais. Je sais pas combien de temps, même si la personne est pas venue pendant ce temps, si la personne ne vient pas pendant ce temps-là, le terrain automatiquement, elle a perdu. Tu vois. Ok, ça te revient quoi? Ça te revient. Si en tout cas tu as prouvé que tu l'as acheté, tu as le titre foncier, tu as tous les documents. Si un membre de la famille à qui tu as acheté ne vient pas pendant cette période-là, c'est mort. Mais malgré ça, ici, tu vois, c'est un peu complexe. Wow. 15 ans plus tard. 15 ans plus tard. Ce que vous avez perdu. Normalement, nous c'était plus de 15 ans. Hein. Wow. Nous, c'était plus de 15 ans, j'aurais dit même 17 ans. Et vous avez fait quoi? Vous avez dû racheter à nouveau? Il a fallu racheter. À nouveau? 2 fois. Et peut-être le double, voire le triple du prix auquel il a été acheté avant. Non. Parce que là, maintenant, tu n'achètes pas au prix de l'époque, tu achètes au prix de maintenant. Ouais. Tu vois. Donc c'est pour ça. Parce que moi, à la base, un des business que je voulais lancer, c'était ça. Et on me le propose souvent, tu vois. Il y a souvent des gens même qui m'appellent de l'extérieur. En tant qu'intermédiaire? Ou en tant qu'intermédiaire. Okay. Ou toi-même, tu peux acheter et revendre. Parce que... Intermédiaire, c'est dangereux. Ouais. Acheter, revendre, je trouve, c'est encore plus sûr. Parce que regarde, moi, par exemple, bon, je vais pas cacher le projet, moi, de toute façon, c'est pas quelque chose qui me fait peur. Mais on me propose souvent de me revendre des terrains en en hectares, mais dans des lieux un peu reculés, soit de Conakry ou de Koya ou des zones aux alentours. Et en gros, si tu as une capacité à découper les terrains, tu les connais un peu, viabiliser les terrains, tu peux faire ça, et après tu revends par parcelle. Et tu peux faire des marges énormes. Ouais, je connais. Voilà. Mais imagine, toi, tu achètes un terrain en hectare. Toi, maintenant, tu revends le terrain. Et toi, la personne vient te voir 20 ans après pour te dire, en fait, le terrain là que tu as vendu, c'est le mien. Toi, tu sais que c'est à toi, tu as les documents. Mais ça peut arriver. En fait, le problème, c'est le manque de justice. C'est ça aussi, parce que normalement, tu peux pas te permettre de venir et de faire ça. Ça fait peur quand même en réalité. Et t'as pas de législation aussi. Il n'y a pas de loi qui régit le prix des terrains. C'est pour ça qu'en Guinée, les terrains ils coûtent plus cher qu'en France. C'est une folie. On te dit des... Waouh, non, j'ai même pas envie d'en parler, c'est dingue. On te dit juste le terrain, en vrai, il n'y a rien dessus. C'est plus cher qu'à Paris. Ouais, on te dit parfois, on te dit des 2 milliards de francs, donc 200 000 euros. C'est petit ça. 200 000 euros, c'est petit. C'est vrai? Mais t'as des terrains où le lieu où on est ici, t'as des terrains, les gens ils te parlent en millions d'euros, genre. Mais vraiment, genre, on peut millions d'euros. Mais t'as des terrains, on peut te dire 2 millions d'euros. Juste le terrain. Juste le terrain, on peut te dire 20 milliards. Wow. Genre terrain nu. On te vend le terrain nu 20 milliards. Et le pire, c'est que tu peux l'acheter et malgré que tu as des problèmes derrière. Tu te fais arnaquer derrière. Même nous, on a un voisin derrière un endroit qu'on a ici, là. Pareil, le gars, je parle avec lui. Il me dit, lui, il a acheté le terrain. Après, 1 an après ou 2 ans après, il y a des gens qui sont venus. Tu as plein de chantiers qui sont en pause à Conakry parce que les gens ont peur de lancer le terrain. Et que, parce qu'en général, les gens qui font ça, ils viennent pas quand tu viens d'acheter le terrain. C'est quand tu as fini. C'est quand tu as commencé à construire ou quand tu es à la fin de ta construction. Wow. C'est là qu'on débarque, on te dit... toc toc, en fait le terrain là sur lequel tu as construit c'est à moi. Je trouve ça tellement... Et pendant tout ce temps là que le chantier était là, toi tu voyais pas que la personne construisait. Je trouve ça très injuste. Ça, l'immobilier ça fait peur en Guinée. Je trouve ça très injuste, mais c'est du n'importe quoi, tu vois.
Vraiment, c'est du n'importe quoi, le coût. C'est pourquoi aujourd'hui, soit tu achètes un petit peu de façon reculée et tu n'es pas en mode business, ou peut-être tu achètes, tu laisses. Ça aussi, c'est une bonne alternative. Tu achètes, tu poses. Si tu es sûr que tout est bon, tu achètes, tu poses. Et puis, plus la ville recule, plus tu pourras revendre plus tard. Ça te fait une façon d'épargner ton argent. Après, il y a un truc que je peux dire quand même, c'est que c'est un business de riche. Mais je dis que c'est un business de riche parce que malgré le prix des terrains qui est excessivement cher, assure-toi que normalement, si tu construis dans les bonnes zones, si tu gères bien ton immeuble, c'est sûr que tu le rentabilises et ça prend pas beaucoup de temps, tu vois, comme en France. À mon avis, je suis désolé d'être pessimiste. Ça dépend de où. Mais sinon, c'est dur de rentabiliser autant d'investissements. Imagine, tu investis... Un terrain que tu achètes à Coléa, pour te dire, je sais pas si tu l'achètes à 2 milliards, 3 milliards, et que tu construis un immeuble dessus, tu prends pas 10 ans pour le rentabiliser. Quand tu achètes à 2 milliards, on est à 200 000 euros, à peu près. Ouais. Tu vas devoir investir à peu près, je sais pas, 50 000 ou 60 000 pour construire, je veux dire. Rajoute un zéro. Au moins 500 000. 500 000 pour construire. Un immeuble. Un immeuble, ok. Parce que c'est pas intéressant. Un immeuble, oui. Un immeuble, c'est rentable. C'est pas intéressant de acheter une maison à ce prix-là pour construire une maison. Si tu le fais, c'est pour construire un immeuble. Mais si tu construis un immeuble, tu peux mettre, je sais pas, entre 500 et 700 000 euros. Mais ton investissement, tu le récupères au bout de 10 ans normalement. Dans ce cas-là, je comprends. Si tu gères bien. Un immeuble, tu as plusieurs rentrées d'argent. Alors qu'en France, quand tu achètes un appartement, en général, c'est pas pour toi, c'est pour tes petits-enfants. Je vais même pas dire tes enfants, c'est pour tes petits-enfants. Parce que quand tu achètes un appartement à, je sais pas, à 300 000 euros et que tu loues l'appartement à, je sais pas, 1 000, 2 000 euros, tu fais le calcul pour que tu récupères ton argent. 1 000, 2 000 euros, c'est encore beaucoup. Ça dépend de où, tu vois. En plus, tu as des impôts, tu as des taxes et tout. Ici aussi, tu les as, mais c'est pas pareil. C'est pourquoi je dis c'est plus simple de devenir riche ici qu'en France. C'est clair. Du coup, on revient à tes investissements. Toi, tu as surtout l'immobilier. Après, tu as ton business que tu fais déjà, tu as le coaching, les formations aussi. C'est plus rentable. On investit dans l'immobilier, c'est pour sécuriser. Parce que c'est un business de riche. Exactement. Et tout ce qui est en ligne, on sait que c'est aléatoire un petit peu aussi. Parfois, c'est up, parfois, c'est down. Mais sinon, aujourd'hui, tu vas voir n'importe quel investisseur immobilier. Tu peux faire 2 fois plus d'argent en ligne que dans l'immobilier. Imagine, tu as 2-3 appartements qui te rapportent, je sais pas, 500 euros, même 1000 euros. Ça, c'est en mode, c'est 3 apparts, même 4 qui te rapportent ça, tu vois. En Guinée peu importe où tu es, tu vois. Je te donne un exemple tout bête. Peu importe où tu es. Alors que en ligne, je connais des gars qui font des 100 000 euros par mois, tu vois. Facile. Et, des millions même. Ouais, tu vois, par mois. Je connais des gens, moi, qui font des millions en euros en ligne. Donc, clairement, le business en ligne, ça reste toujours une entrée d'argent. Donc, si on me demande c'est quoi ton business le plus phare, c'est mon business en ligne, mes formations, mes coachings que je fais et tout ça. Mais après, en contrepartie, il faut toujours faire entrer l'argent quelque part plutôt que de le laisser dormir sur un compte bancaire. Ok. Et toi, en gros, parce que là, tu as expliqué comment, quand tu es venu en France et tout, l'intelligence financière, comment tu l'as acquis, toi? Particulièrement à travers l'expérience, un petit peu d'expérience. On peut apprendre de tout. T'as fait beaucoup d'erreurs au début? Pas trop. Non, pas trop. En fait, j'étais, je sais pas, à force de lire. Parce que moi, j'ai commencé d'abord par avoir l'information avant de pouvoir pratiquer cela. Donc, je lisais beaucoup de livres, les Olivier Séban, tout le monde n'a pas eu la chance de devenir riche, de Olivier Roland, tout le monde peut devenir riche, des livres sur la richesse, j'en ai lu pas mal, énormément, Robert Kiyosaki. Donc, tout ça, ça te forge une sorte d'intelligence financière. Père pauvre, père riche, père pauvre. Père riche, père pauvre. Ouais, Napoléon Hill, tu vois, Réfléchissez à devenir riche, pas mal de livres sur la richesse, tu vois. Ouais, et donc quand tu lis tout ça, forcément tu as une base en termes de gestion financière, gestion de l'argent, et quand tu lances un business à travers ça, même pas besoin de passer au tableau, il y a les réflexes, les automatismes qui viennent automatiquement. Moi, c'est ce qui s'est passé dans mon cas. J'ai commencé à gérer l'argent déjà quand j'ai commencé à vendre à l'époque mon petit livre, ou quand on gérait l'association, l'ONG, tout ça, j'ai commencé à gérer l'argent. Quand j'ai commencé à travailler aussi, ma façon de gérer, parce que jamais à aucun moment je me suis levé pour dire à quelqu'un prête-moi ça, alors que mes premiers jobs à l'époque, c'était des 500 euros alors que tu as un loyer à payer, une nourriture et tout ça. Malgré ça, j'arrivais quand même à mettre de l'argent de côté. Donc, je vis toujours en fonction de mes moyens, en fonction de mon niveau de vie. Tu vois, genre, pour commencer à l'époque, je roulais à pied, ensuite à vélo. À vélo parce que j'avais les moyens de me payer 20 euros par mois pour louer un vélo. Puis les choses avancent, ensuite tu commences à acheter une voiture. J'ai acheté ma première voiture, c'était une Peugeot 206
Elle était très solide, elle me manque d'ailleurs. Tu vois, tu commences là, mais ça aussi, c'était aligné à mon niveau de vie de ce moment-là. Payer 1 200 euros, à ce moment-là, c'était pas quelque chose de grave et l'assumer aussi, c'était pas difficile. Ensuite, je passe ce cap-là, les choses avancent. Je me prends ma voiture de rêve à l'époque, quand j'étais plus petit, c'était une décapotable. J'ai toujours rêvé de ça. Tu vois, le toit. À l'époque. Ouais, exactement. Et du coup, j'ai accompli ce rêve-là. Je me dis, il me faut une décapotable. C'était totalement aligné à mon niveau de vie à ce moment-là. Elle n'était pas chère. J'ai pu la voir. C'était une bonne occasion. J'ai roulé là-dedans pendant 2 ans. Après, elle m'a lâché en cours de route. J'allais à Nantes. Ça aussi s'est passé. Aujourd'hui, je roule dans une Merco alignée à mon niveau de vie. Je sais qu'il y a différents types de Merco, mais le Merco dans lequel je roule, j'arrive à l'assumer et c'est aligné encore à mon stade actuel. Je serai un jour, tu me verras dans une Brabus. Il prend pas ta Mercedes prend pas la moitié de tes revenus, quoi. Exactement. Il y a un principe qui dit, après même si je sais que c'est dur de l'appliquer, en gros, si tu dois acheter une voiture, il faut être sûr que tu as entre guillemets que ça ne dépasse pas 10% en fait de ton revenu, tu vois. Que la voiture ne dépasse pas 10%. Hier même, j'en parlais avec quelqu'un. Ouais, parce que quand la voiture, entre guillemets, si t'as que, je sais pas, t'as 100 000 euros seulement en investissement ou en compte en banque et tu vas acheter une voiture qui coûte 50 000, c'est que t'es mal barré, tu vois. C'est que t'as rien compris. Parce que acheter la voiture, c'est juste la première partie des dépenses. Ce que tu dépenses dans la voiture te coûte plus cher, généralement, que la voiture elle-même, que l'achat de la voiture. Parce qu'il faut entretenir la voiture, il faut mettre du carburant, acheter une Merco pour la simple révision. Mon niveau de Merco, la révision simple, ça m'a coûté 800 euros la dernière fois. Tu vois, donc ça coûte finalement, quand tu accumules, ce que tu vas dépenser dans la voiture te coûte plus cher que le coût de la voiture en fait. Donc toujours aller en fonction de son niveau, ne jamais anticiper ou faire semblant d'être qui tu n'es pas. Si tu roules dans quelque chose, sois sûr que tu peux l'assumer pour ne pas juste impressionner les gens. Parce que si le seul objectif que tu as, c'est d'impressionner les gens, alors tu es le plus grand des malheureux. C'est être ou avoir. C'est ça, on commence d'abord par être et ensuite on a. Mais beaucoup veulent avoir. Et même, moi je dirais même pas être et avoir seulement dans ce cadre-là. Je dis souvent, les gens préfèrent paraître riches plutôt que d'être vraiment riches. Vraiment. Les gens préfèrent paraître riches plutôt que d'être riches. T'es en Guinée. On sait qu'un iPhone 16, ça coûte 1400 euros, 1500 euros. Ici, ça coûte 2000 euros. Ici En Guinée. En Guinée. T'as D'accord. pas Apple, donc le gars qui va te l'acheter. Ouais, il va mettre ses frais. Ok. Donc, un iPhone qui coûte 2000 euros ici, alors que la moyenne de la population, les gens gagnent normalement le SMIC, on est autour de 50 euros, 55 euros, même s'il y en a qui gagnent un petit peu plus que ça. Mais tu vas voir des gens. Maintenant, c'est 500 000. C'est ça, c'est 50 euros, tu vois. Et donc, ça fait longtemps que c'est là, honnêtement. Et donc, quelqu'un qui gagne moins d'argent, vraiment rien, il est prêt à se battre, travailler, se casser la tête pour quand même essayer de savoir s'acheter un iPhone. Tu lui donnes 500 euros, la seule chose à laquelle elle va penser, c'est comment je peux m'acheter un iPhone, pas comment je peux investir. Donc les gens préfèrent paraître riches plutôt que d'être vraiment riches. Parce que tu donnes 500 euros à 2 mentalités différentes ou 1000 euros à 2 mentalités différentes, l'autre va partir, il va s'acheter directement un iPhone pour convaincre les petites filles dans le quartier. Tu vas voir des gars en faisant des photos. Et si tu sors en Guinée, là, tu fais le tour, tu verras que tout le monde a un iPhone. Ouais, c'est ce que je dis. Là où les gens gagnent très peu d'argent, mais la majorité des gens ont des iPhones. Finalement, en faisant des photos, ils sortent les 3 caméras pour qu'on voit, tu vois. On voit toujours ça. Donc, on veut paraître riche plutôt que d'être riche. Je préfère prendre ces 1000 euros-là. Je continue avec mon téléphone éclaté, mais je fais quelque chose qui va me rapporter 2 fois, 3 fois plus. Et ensuite, plus tard, je peux me permettre de m'acheter cet iPhone. Donc là, on donne un exemple sur l'iPhone, mais c'est comme ça dans tous les autres domaines, tu vois. C'est clair. Yeah. Moi, je lis pas énormément, hein, mais le livre Père pauvre, Père riche, Père pauvre ou Père pauvre, Père riche. Ouais, Père riche, Père pauvre. Et franchement, en termes de vision, ça change tout. Yeah. Le résumé, c'est les actifs ou les passifs. Ouais, tu ça vois. change tout. Yeah. Soit tu dépenses, soit tu investis. Soit tu achètes quelque chose qui te rapporte, ou soit tu achètes quelque chose qui te soutient, du coup. C'est ça. Yeah. Et du coup, toi, c'est quoi les enseignements que tu as tirés de ton parcours ? Si tu devais voir, par exemple, tout ce que tu as pu construire là, c'est quoi comme enseignement que tu as tiré ? Déjà, je tiens à préciser, la vie est une question d'étapes, tu vois. Ok, j'ai un parcours qui peut inspirer des tas de jeunes, et mon but, c'est d'inspirer encore plus, mais le parcours, il est très loin d'être fini, tu vois. Si tu me demandes, moi, ok, les gens vont dire Karamo, le gars connu qui fait des vidéos, qui est suivi par tant. Mais dans ma tête, je ne suis qu'au début, en fait, de ma carrière, tu vois. Donc, le parcours, il est très, très loin, entre guillemets. Donc, du peu de choses que j'ai fait jusque-là, je me dis... Tu vois, cette phrase que je dis à la fin de toutes mes vidéos YouTube, c'est ma meilleure philosophie et j'y tiens et j'y crois.
c'est suivez vos rêves, ils connaissent le chemin. Parfois, tu ne sais pas où ça va te mener, ce que tu as en tête, tu vois. Mais si tu y crois, les portes vont s'ouvrir. Tu ne sais pas du tout qu'est-ce que ça peut ouvrir, mais les portes vont s'ouvrir si tu donnes tout pour cette chose-là. Donc ça a été ma philosophie. J'ai cru au développement personnel. Quand je me lançais, j'ai cru au coaching. J'ai cru en cette passion-là. J'ai fini mes études. Tout le monde m'a pris pour un têtu, pour un con. J'avais mon diplôme. Je ne cherchais pas de boulot. Je ne cherchais pas de stage. Je me suis dit, moi, je vais continuer dans ce que j'ai commencé. J'étais le plus fou. J'étais le plus con. Il y en a qui se moquaient de moi. Aujourd'hui, ils envient ma vie, tu vois. Et j'ai aucun mal à aider ces gens-là. Mais tout simplement pour dire, lorsque vous avez un rêve, donnez une chance à ce rêve-là. Parce que si vous ne le faites pas, on dit si tu ne suis pas tes rêves, eux, vont te poursuivre. Si tu as quelque chose au fond de toi que tu as envie de partager, de donner à l'humanité, si tu ne le fais pas, à chaque fois que tu vas voir quelqu'un qui fait cette chose-là, ça va te titiller, tu vois. Ça va te faire mal au cœur parce que quelque part, tu te dis, c'est là ma place. Et donc moi, mon combat dans ce monde-là, c'est ça. C'est de toujours donner une chance à ce rêve. Tant qu'il y a une flamme ici, je veux donner une chance à cette flamme-là. Et puis si à mon tour, je peux devenir aussi une source de lumière pour d'autres personnes, je le ferai. Et c'est pourquoi je fais cette conférence, ce concert éducatif. Je veux voir des gens qui font mieux que moi. Je m'en inspire. Je me dis, ok, j'ai pris. Comment je peux partager? C'est ça mon but. En gros, ça va être un peu ça. Tu vas présenter ton parcours. T'en parles pas du programme pour le moment? La conférence? De la conférence. Bah, il y a des gens qui ont... J'ai fait pas mal de conférences, j'en ai fait vraiment pas mal. J'en ai fait au Burkina, j'ai fait ici en Guinée, j'ai fait à Paris, j'en ai fait plusieurs fois à Paris, j'ai fait à Bordeaux, j'ai fait à Liège, tu vois, j'ai fait en Allemagne, j'en ai fait pas mal des conférences et je compte encore en faire plus. Bientôt, je vais au Congo, à Lubumbashi le 11 octobre et à Kinshasa le 19 octobre. Donc, quand tu participes à une de mes conférences, parce que les gens, quand on te voit faire des vidéos, ils pensent que ça se limite là. Les conférences, c'est quelque chose qui transforme. Ma vie a changé la première fois, le jour où j'ai mis pied à une conférence. Et depuis ce jour-là, quand j'ai découvert ce truc-là, je me dis, je peux moi aussi pousser les gens à la transformation. Donc vivre une conférence de Karamo, c'est avoir l'opportunité peut-être d'avoir un déclic. C'est pourquoi ma conférence de Paris en janvier s'appelle toujours Déclic. Parce qu'il suffit d'un simple déclic pour transformer ta vie. On a tous vécu le déclic, mais il suffit que je dise une phrase ou que quelque chose se passe qui te rappelle un événement et ça peut réveiller quelque chose en toi. Tout est là. On n'a besoin de rien à l'extérieur. Une fois que la flamme, elle est là, rien ne nous arrête à l'extérieur. Totalement. C'est pour ça que je te disais que moi, je pensais, quand c'est connu la première fois, je pensais que tu avais fait du marketing relationnel parce que dans le marketing relationnel, dans le MLM, on faisait beaucoup de conférences de ce type où on invitait des gens. Par exemple, je me rappelle, une fois, on avait fait une conférence. Malheureusement, je n'ai pas pu y insister parce que je te disais qu'on avait fait un accident. Oui, un accident sur la route. Voilà, et ils avaient fait venir Franck Nicolas. Yeah. Mais je voyais qu'en gros, quand on faisait des conférences, ça transformait vraiment les gens. Et je pense que même moi, ça a dû le faire indirectement. Quand je présentais les projets devant les gens, moi-même, je le voyais que ça transformait les gens. Yeah. Et maintenant, des gens de notre génération qui sont sortis du MLM, même malgré que certains n'ont pas réussi, la plupart, je les vois, ils font tous des trucs à côté, tu vois. J'en vois qui sont dans le trading, qui font beaucoup d'argent. J'en vois qui sont... J'ai un gars avec qui je faisais ça, lui maintenant, il fait la même chose que toi. Il a créé une salle de podcast à Paris. Okay. Mais j'en ai vu beaucoup qui ont eu un déclic après, comme tu as dit. Qui ont eu un déclic après et qui ont fait quelque chose dans leur vie, tu vois. Il faut venir voir. J'espère que tu seras là à ce moment-là. Tu vas vivre le truc. On a déjà eu la chance de faire quelques conférences. Il y a des gens qui ont vu ce qui se passe. Mais comme je dis, la vie est une question d'étapes. Je me suis encore 10 fois plus amélioré que tout ce que j'ai fait en amont parce que j'ai été à la source. J'ai été voir mon mentor, celui qui m'a toujours inspiré aussi, c'est Tony Robbins. J'ai été à son événement UPW et vivre ce moment-là, j'étais en larmes dès le premier jour déjà. Parce que j'ai vu des choses, je me dis waouh, plus tu apprends, plus tu te rends compte que tu ne savais rien. J'ai fait des tas de conférences, les gens m'admirent, oui, mais ce que je viens d'apprendre là, ce que je viens de comprendre sur moi-même, alors ça va servir le monde entier. Donc voilà un peu ce qu'on attend pour le 23 novembre. Ça va être phénoménal. J'aime pas promettre, mais ça va le faire. Ok. Ça va le faire. C'est quoi l'avenir pour toi? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? D'inspirer plus. Mon rêve, moi, tout ce qui compte pour moi, à part ma famille, c'est d'inspirer. Tu vois, ma famille, c'est mon pourquoi. Ça a toujours été mon pourquoi. Ma mère, mes soeurs, mes frères, ça c'est mon pourquoi. Si je me bats aujourd'hui parce que je serais égoïste, moi je pense que je vais aller me coucher à Bali. Ouais, je vais vivre ma best life, tu vois. Je peux faire ça aujourd'hui. Mais pourquoi je peux pas prendre ma retraite? C'est pas possible. Je me dis, je suis jeune, je peux encore servir, mais surtout pour ma famille déjà. Et l'autre pôle, c'est
je suis fait pour servir, tu vois. Mon prénom, tu vois, on dit dans la vie, peut-être que nos prénoms signifient un peu quelque chose, mais tu vois, mon prénom Karamo, ça veut dire enseignant, ça veut dire coach, ça veut dire quelqu'un qui partage son savoir. Il faut que je partage pour être en paix avec moi-même. Ok. Tu vois, toi, on peut dire que tu es vraiment parti, on va dire, de rien. Tu as réussi à construire quelque chose au jour d'aujourd'hui. Il y a beaucoup de jeunes qui te regardent là, comme ça, dans la rue, que ce soit en France, à travers le monde, qui rêvent d'accomplir ce que tu as pu faire ou qui rêvent de construire quelque chose. Toi, si tu devrais leur donner un conseil, ça serait quoi? C'est possible. Mon seul conseil, c'est possible. Pourquoi j'accepte, tu vois, de rentrer en détail dans mon histoire un petit peu avec toi? C'est parce que j'ai envie que chaque jeune qui regarde cette vidéo, même un vieux, peu importe ton âge, tu te dis, peu importe ta situation aujourd'hui, tu te dis, si lui, il est parti de là où il est parti, si lui, il a vécu XY pour être là où il est aujourd'hui, alors rien n'est impossible. Donc c'est possible. Ça, c'est le grand conseil. Et soyez pas du tout dans la victimisation. Parce que ceux qui vous mettent ça dans la tête ne vous aiment pas. Ils vont vous faire croire que c'est parce que vous n'êtes pas aux États-Unis, c'est parce que vous n'êtes pas en France que vous ne réussissez pas. La preuve, ce monsieur qui est devant vous, il a quitté là-bas pour venir par ici. Ça veut dire qu'on peut réussir partout. Et c'est pas une question de pays. Moi, je fais des conférences là-bas, mais j'ai décidé de rentrer au pays, de faire ça ici, d'aller au Congo, de faire ça là. On peut réussir, peu importe où on est, il faut juste se donner les moyens. Mais tant qu'on pense que notre réussite dépend d'un gouvernement, d'un président, d'un ministre, c'est qu'on est encore vraiment en retard. Donc c'est ça, responsabilité et croire que c'est possible et tout donner pour ça. Je sais que ton parcours, il va contribuer à inspirer beaucoup de gens. Et peut-être même qu'il changera la vie de d'autres. Donc je te remercie d'être venu. On essaye. Et on se dit à bientôt. Merci à toi. Ce contenu est produit par Starter Productions. Bonjour, permettez-moi de prendre un instant pour aborder un sujet crucial. Je suis Bassekou Djabi, le fondateur de Starter Productions, une société spécialisée dans la production audiovisuelle, dévouée à amplifier votre communication. Que vous soyez une entreprise en quête de nouveaux clients ou une institution désireuse de promouvoir ses activités, nous sommes là pour vous accompagner. Si vous aspirez à aller plus loin, notre équipe de Shams Communication peut concevoir une stratégie sur mesure pour accroître votre visibilité et propulser vos activités. Enfin, pour immortaliser vos moments personnels mémorables tels que les mariages, Starter Events est à votre service. N'hésitez pas à nous contacter sur l'un de nos divers réseaux sociaux ou via WhatsApp au numéro suivant, le 00 224 627 94 25 59. Le 00 224 627 94 25 59.